Salut tout le monde! Alors ça fait un temps infini que j'ai rien posté sur cette chaîne, mais je voulais revenir pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour le bilan, et en fait il y a tellement de livres que ça n'aurait vraiment pas tenu sur Instagram, donc je reviens poster ça ici. S'il y a du bruit, c'est parce que maintenant, hop, il y a deux chats au lieu d'un, et parce que monsieur joue à côté. Donc ouais, mais ça devrait le faire. Alors, il y a beaucoup de livres dans ce challenge, puisqu'il y a quand même pas mal de catégories. Je vais pas vous rappeler comment ça fonctionne, vous devez très bien le savoir. On va direct aller dans le sujet avec la première catégorie qui est l'automne frissonnant. Et la première sous-catégorie Ghost Hunt, on devait choisir un livre autour de l'exorcisme, des chasseurs de fantômes, des possessions et de l'enquête. Et là, j'avais pris un livre que ma mère m'avait prêté, qui est Meurtre dans le boudoir de Frédéric Lenormand, et on a en tête Voltaire mène l'enquête. Alors moi, je lis pas beaucoup de thrillers, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, parce que voilà, j'ai juste pas l'habitude d'en lire, j'ai à peine commencé Agatha Christie, voilà, donc je pars vraiment de pas grand chose. Ma mère m'a dit que ça se laissait lire, c'était assez sympa. Alors moi, j'ai un problème entre guillemets, c'est que déjà dans la vie réelle, je n'aime pas spécialement la figure de Voltaire. J'ai rien contre ses écrits, mais je veux dire, bon, c'est pas un personnage qui m'anime particulièrement. Et ça se ressent d'autant plus dans cet ouvrage-là. J'ai trouvé le personnage assez antipathique. Il se veut être cynique, ironique, vous voyez, ce genre de personnage. Et ça marche pas vraiment quoi. C'est un peu étrange. Il semble très mégalo, on est très centré sur le fait que lui est en train d'essayer de publier ses écrits qui sont censurés, etc., etc. Et l'enquête passe presque au second plan et elle se résout un petit peu toute seule, un peu bizarre. Il est aidé d'une protagoniste qui a existé à l'époque. Là, son nom m'échappe, Émilie, je sais plus quoi, mais bref, qui était une scientifique à l'époque, mais qui est là, je sais pas, un peu comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas si c'est une série qu'il a écrite ou non, parce qu'on nous fait comprendre que c'était déjà un univers installé, entre guillemets, qui se continue comme ça. Mais je sais pas, ça a pas spécialement fonctionné pour moi. Alors ça se lit très vite, ça c'est sûr, mais comme le personnage m'est assez antipathique, j'ai pas forcément passé un très bon moment, donc plutôt oubliable. La deuxième sous-catégorie, on est sur le portrait du mal. Il fallait trouver une couverture sur laquelle un visage potentiellement sinistre est représenté. Et là, je ne l'ai pas lu. Il était dans ma pile, mais il va être lu pour décembre, puisque c'est un ouvrage qui fait partie d'un deuxième challenge qui est Lisons les Rougon-Macquart, et c'est Pot-Bouille de Zola. Alors, la figure n'est pas du tout sinistre dessus, mais on reste sur une caricature, donc bon, on peut un peu, un peu mettre ça ensemble. Pobou, je ne l'ai pas. C'est pas un tome que j'ai déjà lu des Rougon-Macquart. Si j'ai bien compris, on sera dans la vie d'un immeuble haussmannien, dans la petite bourgeoisie, me semble. Donc bon, je le lirai en décembre. Donc, on va dire. Est-ce qu'il est pseudo-validé? Est-ce qu'on peut tricher un petit peu comme ça? Je ne sais pas, à vous de me dire. Ensuite, on était plutôt sur un ouvrage historique, me semble-t-il, avec la sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des Lucioles. Donc historique, drame, biographie, mémoire et frères et sœurs. Alors moi, je suis restée dans l'historique et pseudo-drame, on va dire. J'avais un ouvrage sur la journée des Tuiles, les 30 récits de la journée des Tuiles de Jean Sgar, qui est un universitaire du coup, puisque ça fait partie des PUF, il me semble, des presses universitaires de Grenoble pour celui-ci. Alors la journée des Tuiles, c'est une journée qui était en marge de... Juste avant la Révolution française, en fait, c'était en 1788, et je suis de la région grenobloise. Mon père m'avait beaucoup parlé de cet événement-là, mais je n'en savais pas plus. Du coup, je me suis un petit peu penchée là-dessus. C'était assez intéressant, je dirais pas froid, enfin c'est vraiment très universitaire, hein. On nous présente des récits qu'on essaie de recouper pour expliquer vraiment comment ça s'est passé à ce moment-là. Est-ce que il y a des personnes qui n'en ont pas un peu trop fait par après en disant qu'ils étaient partie prenante de tout cet événement, alors que non, ils étaient là vraiment par hasard et ils ont participé malgré eux, etc. C'était assez intéressant, mais je sais pas si vous n'êtes pas du cru, est-ce que ça va vous intéresser? Vous voyez? Mais bon. Ensuite, on est toujours... Non, on change de catégorie là, voilà. On avait du coup les trois premiers. Ensuite, on passait à l'automne de l'étrange avec les mystérieux habitants de Pottsfield. On avait un livre autour de l'automne, d'Halloween et de Samhain. Alors je ne l'ai pas terminé, je suis toujours en train de le lire, sont Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Là c'est une version en anglais, en langue originale.
J'avais un petit peu peur puisque j'avais lu quelques extraits au lycée et ça m'avait pas spécialement intéressée, émue, touchée, etc. Mais je dois dire que je me prends quand même plutôt assez bien au jeu. Il me reste quelque chose comme 200 pages à lire, donc ça va être fait au début du mois. Donc pareil, est-ce qu'on peut le compter, est-ce qu'on ne peut pas? Voilà. Mais j'aime assez et je pense que je le relirai en français l'année prochaine, probablement. Voilà, parce que pour le coup, je m'attache assez bien aux personnages. Il y en a qui sont tête à claque, mais en même temps, bon, ils ont des bonnes répliques, on va dire. Donc pourquoi pas? Je trouve que même si c'est un peu caricatural dans certains traits, ça fait un peu théâtral, mais ça sert bien le propos et c'est plutôt bien. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir La cueillette des champignons. Et là, pareil, c'était un livre que j'avais pas lu l'année dernière et que j'ai enfin terminé. On était autour de la forêt, récolte, poison et petit peuple. Donc là, je suis restée sur l'assertion petit peuple, puisque j'ai lu l'œuvre complète de Jérôme Bosch, enfin, un gros pavé. J'ai mis vraiment du temps à entrer dedans. Non pas que ce n'était pas intéressant, mais c'est quand même très dense comme lecture. C'est vraiment la biographie de l'auteur. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. L'une de mes œuvres préférées, c'est Le Jardin des Délices, comme beaucoup de personnes qui connaissent Bosch. Donc en fait, tant que je n'étais pas sur vraiment l'analyse, on va dire, de cette toile-là, j'ai eu un petit peu de mal sur tout ce qui était le début de sa carrière, d'expliquer son contexte, son environnement, etc. Ça prenait un peu de temps, mais une fois entrée dans cette œuvre et qu'on passait aux suivantes, j'ai beaucoup plus accroché, je suis allée beaucoup plus vite et c'était vraiment très intéressant. Il y a énormément de zoom, on va dire, sur l'étoile, parce que voilà, c'est un Taschen, donc il s'attache vraiment à chaque fois à mettre en avant hop, les arts. Donc beaucoup, beaucoup voilà, de choses comme ça. Il y a toute une partie à la fin juste sur ses croquis aussi. Voilà. Donc si vous aimez les artistes Bosch ou d'autres, moi je conseille vraiment systématiquement cette maison d'édition là. Je sais que l'une d'entre vous cherchait des ouvrages sur le Caravage puisqu'elle était en train de lire une biographie qui la convainquait pas tellement, qui était un peu trop romancée pour elle et je l'ai redirigée là-dessus puisqu'il y avait aussi le Caravage. Donc voilà, je peux que vous encourager à vous diriger sur cette maison d'édition. On avait ensuite In the Dark I Hear a Call. Là, on était sur de la dark fantasy, l'ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière. Il y a vraiment beaucoup de choses. Destinée, loyauté et mauvaise influence. Et là, j'ai lu Crime et Châtiment de Dostoïevski. Enfin, il était sur ma liste depuis aussi un sacré moment. J'ai mis énormément de temps à le lire, je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps. Ça reste quand même un beau bébé, un beau pavé, mais comparé à l'Idiot que j'avais lu en 2 semaines à l'époque, celui-ci m'a vraiment fait 1 mois et demi très facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard dans mon challenge. Je suis restée très longtemps sur des œuvres sur lesquelles je pensais aller plus vite. Mais bon, j'ai passé du temps, mais ce n'est pas qu'il est, c'est pas parce qu'il n'était pas intéressant, parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans. C'est juste, je sais pas, il me fallait du temps pour avancer, pour entrer dans la psychologie de Raskolnikov, de comprendre un peu pourquoi il était aussi lunatique. Voilà, il a des positions très arrêtées, lui-même il a l'air perdu un petit peu dans sa tête, etc. Donc des fois on peine un peu avec lui, on est un peu comme dans sa maladie, à attendre de voir ce qui se passe, à être un peu sidéré, continuer à avancer, enfin voilà, donc c'était un peu particulier. J'ai beaucoup aimé, la fin également, j'ai bien apprécié, donc voilà, un classique que je ne peux que conseiller également. Est-ce qu'il nous reste encore des sous-catégories ici? Oui, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'était soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. Là, on est dans le conte, le gothique, le macabre, les sorcières, le sauvetage et les disparitions. Et j'ai un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi qui m'a été offert. C'était dans une wishlist, mais c'est vrai que j'y pensais plus vraiment. Très très sympa. J'ai beaucoup aimé les univers proposés. On est sur des nouvelles qui vont tourner beaucoup autour de un petit peu ce côté onirique. Il y a des choses qui sont pas forcément expliquées. Il y a des nouvelles qui, euh, même si elles trouvent une fin, laissent encore des questions, mais c'est pas dérangeant. Voilà, ça crée vraiment un univers entier.
La plupart vont traiter, si ce n'est du deuil, de la disparition d'êtres chers ou comment se reconstruire après soit un drame, soit une perte, voilà. Pas forcément une mort derrière, mais une séparation, ce genre de choses. J'ai aimé quasiment toutes les nouvelles sans distinction et je pense que je vais me pencher sur le travail de cette autrice parce que c'était vraiment très très sympa. Il y a beaucoup une partie gothique et fantastique dedans, donc je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes parce que le gothique, moi, m'avait un peu refroidi avec Emily Blaine. Non, pas Emily Blaine, rien à voir, ça n'a rien à voir. Euh, Blixen. Blixen, je sais plus. Mais ça avait pas fonctionné pour moi et donc il faut que je trouve d'autres entrées sur le gothique et celle-ci était pas mal. On passe ensuite à L'automne douceur de vivre avec Deux citrouilles en valent mieux qu'une, commencer ou terminer une duologie. Et là je ne l'ai plus sur moi puisque je l'ai déjà mis en boîte à livres, c'est vous dire à quel point ça a été un succès. C'était Arcadia, l'intégrale. Donc c'était une duologie, je pensais que c'était une trilogie mais non c'est une duologie, par Fabrice Collin. On était sur du steampunk. Ça m'intriguait assez, j'ai été déjà déçue et ensuite c'était pas foufou niveau style. C'est une duologie qui va, c'est un peu complexe à résumer, qui va prendre des protagonistes dans un Paris qui va vivre des événements un peu dystopiques. Euh, Ces protagonistes sont reliés dans le passé à des auteurs britanniques et dans une temporalité, dans un monde parallèle avec des personnages arthuriens. Donc c'est un peu, voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à expliquer. Et en fait, tous ces mondes-là se retrouvent en danger et ils doivent vaincre le mal à l'état pur pour pouvoir maintenir le monde à flot. Alors le mal a été vaincu assez rapidement, on va dire, par rapport au nombre de pages restantes avant la fin. Donc déjà, et en plus sur des pages assez, voilà, ça a été fait de manière assez rapide, donc c'était un peu étonnant sur la trame déjà. Il restait quand même pas mal de choses derrière qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Et ensuite de ça, c'est une écriture qui se touche la nouille énormément. C'est-à-dire qu'on a vraiment des étalages et des étalages de références culturelles de la part de l'auteur, donc c'est très bien, il connaît beaucoup d'écrivains, il connaît beaucoup de peintres plus ou moins obscurs pour nous, tout ce qui est monde victorien, il maîtrise, super, mais en attendant, c'était pas intéressant, les personnages sont pas suffisamment caractérisés pour qu'on comprenne bien à chaque fois à qui on a affaire. Il y a énormément de personnages, il y en a qui ont des doubles dans d'autres mondes, mais du coup, on sait plus si est-ce que lui c'est un double ou est-ce que c'est quelqu'un qui a complètement rien à voir. Moi, je mélangeais beaucoup de personnages à chaque fois, je savais pas vraiment à qui j'avais affaire. Et surtout pour les personnages féminins, j'ai jamais compris à qui j'avais affaire, tant c'était comme quasi à chaque fois que je lis du steampunk ou de la SF française, c'est toujours l'archétype de la pseudo-femme fatale qui couche avec tous les protagonistes et ça pose problème à personne. Elle est tout le temps à poil toutes les deux pages et je sais pas à qui j'ai affaire et j'ai eu l'impression, jusqu'à la fin où je regarde vraiment qui était qui, que j'avais affaire à la même meuf alors qu'en fait non, elles sont deux voire trois entités distinctes mais j'avais toujours la même en face de mes yeux, quoi. Donc c'était pas très réussi en termes de caractérisation du personnage. Après, en termes de style, je dirais pas que c'est mal écrit, comme un autre steampunk de la collection Brajlon aussi que j'avais lu, L'homme électrique, il me semble que j'avais vraiment pas aimé au niveau du style. C'était même plus plat à ce niveau-là, ça se répétait tout le temps et tout, c'était vraiment rédaction collégien, quoi. Là, je dirais pas ça, c'est quand même relativement bien écrit, mais encore une fois, c'est comment mener une histoire. Moi, j'ai juste vu, voilà, de l'étalage de culture comme de la confiture, quoi, et c'était pas intéressant parce que c'était pas fluide et ça nous prenait trop la tête, quoi. Donc, à part avoir découvert quelques peintres de l'ère victorienne, j'ai pas retiré grand-chose de cette lecture. Donc bon, un petit peu dommage, et je pense même que c'est déjà parti de la boîte à livres, donc au moins, peut-être que quelqu'un aura trouvé chaussure à son pied. Ensuite, on avait la maison Slangsters avec de l'humour, un livre audio, une série audio ou un podcast. Et là, c'était un peu mieux réussi quand même. C'est encore un recueil de nouvelles de Zoran Feric, un auteur croate, Le piège Walt Disney.
qui va regrouper plusieurs nouvelles qui, elles, sont assez cyniques, ironiques et un peu mordantes. J'ai beaucoup aimé ce recueil-là. Quasi toutes les nouvelles sont réussies également, donc c'est vraiment carton plein. Si vous aimez la nouvelle entre le Mélanie Fazi et celui-ci, vous serez servi. Il n'y a pas toujours une fin bien arrêtée, mais ça faisait aussi un peu le sel, on pouvait imaginer la suite ou ça frustrait un petit peu, on avait envie de savoir un petit peu plus comment ça se passait. Voilà, j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, on va dire, entre chaque nouvelle, les thèmes sont quand même assez divers. Voilà, on va avoir beaucoup de choses, comment surmonter un deuil, on va avoir le point de vue d'un enfant sur le monde qui l'entoure, enfin beaucoup de choses, mais c'était vraiment très bien et voilà, si vous voulez découvrir aussi un petit peu des littératures étrangères, ça peut être sympa. Toujours dans l'automne douceur de vivre, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie avec nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir coupable, non, plaisir non coupable, pardon. Et là, j'ai un peu triché, je suis restée sur nourriture, mais ça n'a pas vraiment quelque chose à voir dedans, quoique. On est sur La végétarienne de Han Kang. Récit un petit peu... Pareil, c'est un peu pas difficile à résumer, mais on peut pas en dire trop non plus. C'est une femme coréenne qui va se réveiller après un rêve étrange et qui va jeter tout ce qu'il y a d'animal de son frigo, qui va vraiment voilà, devenir donc végétarienne et qui va devenir même carrément végétale. Elle va être vraiment fascinée par tout ce qui est la nature, comment vont réagir les plantes, les arbres, etc. Et ça va aussi du coup... Alors on va pas trop rester sur cette femme, c'est pas vraiment elle, c'est la protagoniste principale dans le sens où elle va influer beaucoup de choses dans le roman, mais on va aussi s'intéresser à sa sœur, à son beau-frère, à son mari, et on va voir un peu comment du coup tout son écosystème autour va évoluer. C'était sympa, c'était pas, pas facile à se projeter à chaque instant. Est-ce que la morale est évidente à la fin? Ça, c'est pas forcément le plus simple non plus. Mais c'était très intéressant. Très... C'est facile à dire, très poétique, mais voilà, l'écriture est très fluide. C'est un monde vraiment aussi très onirique. Il y a ce côté réalisme magique comme on peut retrouver des fois dans la littérature japonaise. En fait, ça me rappelait beaucoup la littérature japonaise dans comment c'était écrit, comment c'était présenté, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, comme quasiment toutes les personnes qui ont lu cet ouvrage, et ça me donne envie de découvrir un peu plus de Han Kang aussi, sûrement pour l'année prochaine, parce que je le disais dans le cadre de l'automne coréen que Anastasia avait initié l'année précédente. Elle en avait pas reparlé cette année, mais j'avais gardé les dates en tête. Donc pourquoi pas. On a toujours dans l'automne douceur de vivre, qui avait beaucoup de catégories. Chante-moi une chanson Sassenard, on est sur mythes et légendes, voyage dans le temps, magie et dépaysement. Et j'avais pris une réécriture de mythes avec l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. C'est un tout petit ouvrage. Margaret Atwood, je n'avais lu que de la poésie d'elle, j'étais pas spécialement convaincue. J'ai pas du tout lu La Servante écarlate, mais ça ne saurait tarder. Il y a aussi Le Dernier Homme, je crois qu'elle a écrit, que beaucoup ont aimé. L'Odyssée de Pénélope, c'est assez facile à suivre. Ça va être un petit peu... je sais pas si vous avez vu du coup le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, qui va reprendre vraiment tout le texte shakespearien, mais qui va adapter, on va dire, la dramaturgie, le côté chœur à la grecque, etc., en le coryphée en fait, avec des panneaux télé, etc. Bah, ça m'a un petit peu rappelé ça. Euh, Ça mettait vraiment, en fait, c'est comme si Pénélope revenait, enfin, depuis les enfers, nous parlait à nous dans notre monde actuel. Et c'était, je le dis beaucoup, intéressant à lire. J'ai pas forcément été convaincue par toute cette réécriture. Des fois, ça passait un peu rapidement sur un certain passage. En fait, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus long, je pense, qu'on s'attarde un petit peu plus, ou que ce soit carrément plus théâtral, vu que pareil, on reprend ce côté un petit peu le coryphée. On a des femmes qui viennent également, en fait, comme les servantes, qui sont les servantes de Pénélope, qui ont dû du coup,
épouser ou du moins rester avec les prétendants au trône qui voulaient prendre la place d'Ulysse dans le palais carrément, etc. Et qui ont un peu, on va dire, qui ont trahi, entre guillemets, Ulysse et qui se sont toutes fait massacrer à son retour à Ithaque. Voilà, on a aussi leur point de vue là-dessus, leurs paroles, etc. Donc c'était assez sympa à lire si vous avez l'habitude des mythes grecs, si c'est vraiment des textes qui vous parlent ou qui vous intéressent, je vous enjoins à lire aussi cette réécriture, ça sera un complément, on va dire, à ce que vous pouvez connaître. On passe ensuite à l'automne rayonnant, et là il n'y en a plus que 3 livres. Sur les 3, je n'en ai lu que 2, et sur les 2, il y en a un qui m'a déçu. Donc comme ça, ça va être très bien. On a d'abord We All Born Naked and the Rest is Drag. Là c'est un texte LGBTQIA+, là aussi sur l'amour de soi, la diversité et l'inclusivité. Je n'ai toujours pas eu le temps de le lire comme l'année dernière. On est sur les livres de la Terre fracturée, avec le tome 1, la 5e saison de Annika Jemisin. Je l'ai un tout petit peu commencé, mais je suis vraiment pas allée loin, hein. Je me suis arrêtée à la page 30, donc vraiment dire que j'ai pas poursuivi plus, mais c'est parce que j'étais au bout du challenge en fait. Je pensais que j'avais encore jusqu'au 25 décembre au moins, ou enfin jusqu'à vraiment l'hiver, quoi, le 21, etc. Mais pas du tout. Je me suis réveillée l'autre jour en me disant que c'était fini. Donc voilà. Donc ce sera lu certainement l'année prochaine, on espère. De ce que j'ai commencé à en lire, euh, c'est pas que ça me dérange, mais le narrateur brise en même temps le quatrième mur en voulant nous parler à nous. Donc je sais pas trop après comment ça va se passer dans la suite, qu'on va vraiment entrer à fond dans l'histoire et que on va vraiment passer le prologue où on nous explique un peu comment fonctionne cette terre, le fait qu'il y ait des tremblements de terre énormes, etc. Donc je sais pas trop. Pour l'instant la narration, bof. J'aime bien quand même la présentation du monde. Je trouve qu'il y a un suspense qui se file bien. Mais on verra. Je peux pas en dire plus de toute façon avec 30 pages. Mais il me tarde quand même de enfin le terminer. Enfin l'amorcer pour le terminer. Et pourquoi pas d'enchaîner avec les 2 autres. On a après voilà, un recueil de nouvelles encore que j'ai beaucoup apprécié. Pour la catégorie You Cannot Eat the Money, on est sur écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Là, c'est un recueil de nouvelles d'une autrice américano-africaine, je sais pas, parce qu'elle est juste, oui, je pense qu'elle vit aussi aux États-Unis. Nnedi Okorafor avec Kabu Kabu, que j'ai beaucoup aimé. On est sur de l'afrofuturisme. On a aussi beaucoup de mythes africains à l'intérieur, très intéressant. Je ne connaissais pas du tout, je sais même plus comment je l'avais découverte celle-ci, très honnêtement. Apparemment, il y a une série en développement par HBO, donc je pense qu'elle a dû sortir depuis, parce que le recueil date de 2019, donc ça a sûrement déjà été adapté. C'est Qui a peur de la mort? Je ne connais pas, donc dites-moi si vous avez lu. En tout cas, voilà, très bien. Il y a beaucoup de nouvelles qui reprennent un petit peu le même thème, ou du moins le même type de personnage mythique, mythologique, je ne sais pas trop. Donc c'était assez sympa de continuer à suivre ces personnages dans d'autres temporalités ou dans d'autres lieux pour voir est-ce qu'ils sont persécutés de la même manière, comment est-ce qu'eux ils s'en sont sortis, etc. J'ai beaucoup aimé. Il y a des nouvelles très courtes, il y en a qui sont un peu plus conséquentes. Toujours beaucoup de suspense intérieur. Il y en a une qui m'a fait un peu frissonner. C'était vraiment une très chouette découverte et je pense que je poursuivrai également avec cette autrice. Et le dernier ouvrage qui a été une déception, on peut le dire, on est sur le don d'Emery Wick avec bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité et guérison. Et là j'avais lu le nouveau féminisme de Barbara Polla. Alors Barbara Polla, ça partait déjà pas forcément super bien parce que c'était l'une des co-signatrices de la tribune sur le droit d'importuner, voilà. Donc c'était un peu bof, mais ce qui m'intéressait dans cet ouvrage, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de clés d'entrée et qu'elle allait se proposer de présenter du coup voilà, tout ce qui était l'afroféminisme, là je vois le féminisme pro-choix, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Quel féministe êtes-vous, n'êtes-vous pas? Voilà, Eros et liberté, des utopies concrètes, il y a plusieurs choses comme ça. Il y a beaucoup de son jugement à l'intérieur, c'est pas qu'une présentation de tous les féminismes qui
peuvent exister, puisque le sous-titre c'est Combat et rêve de l'ère post-Weinstein. Donc beaucoup de ses avis à l'intérieur, des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais c'est aussi pour ça que je voulais le lire, c'est qu'il est aussi important de se confronter à des auteurs ou des thèses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord pour pouvoir construire son argumentaire également. Et voilà, donc je vais garder celui-ci parce que justement c'est important quand même de pouvoir se confronter là-dessus. Il y avait des choses qui étaient un peu horrifiantes, notamment dans l'introduction où... Enfin voilà, il y avait des choses qui me convenaient pas du tout sur tout ce qui était IVG par exemple, etc. Donc c'était un peu bizarre. Euh, Intéressant sur certains points, d'autres où on n'adhère pas forcément, donc je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller. Je peux vous le conseiller si vous voulez vraiment travailler votre contradictoire en fait, mais voilà, je vous le conseillerais pas pour vous dire les thèses sont intéressantes, foncez, regardez. Non, plus pour vraiment réfléchir dessus et voir ce qui ne va pas avec certaines choses et pourquoi pas sinon découvrir d'autres types de féminisme auxquels vous n'êtes pas forcément confrontés, l'écoféminisme, etc. Bien qu'on en parle de plus en plus, ça peut vous donner des idées. Il y a quand même des points d'histoire pure, on va dire, hein, qui sont à l'intérieur, avec vraiment les actrices du mouvement, quelques dates, etc. Donc il y a quand même des choses plutôt neutres et intéressantes, mais voilà, dans l'ensemble, je sais pas si c'est vraiment un ouvrage que j'aurais envie de vous conseiller. Donc voilà sur quoi se termine ce Pumpkin Autumn Challenge. Finalement, je trouve qu'il est mieux réussi que l'année dernière, parce que là, je n'ai juste pas réussi à lire 3 ouvrages, on va dire deux et demi, parce que j'ai quand même bien entamé le haut de Hurlevent. Donc on verra ce que ça donnera pour l'année prochaine. Là, je n'ai pas du tout, comme les autres années, voulu entamer le Cold Winter Challenge, parce que ce n'est pas un challenge qui m'intéresse, mais je continue à filer le challenge des Rougon-Macquart, et on verra aussi, je pense que l'année prochaine, là, sur cette chaîne, je vous parlerai aussi du challenge sur le printemps japonais, et on verra, parce que j'ai quelques petits trucs en tête. Voilà, donc peut-être à très bientôt ici, je ne sais pas. Sinon, on continue sur Instagram ensemble. Ciao!